Bonjour à tous, ben voilà, nous sommes ici au cœur de la cave de dégustation de la cave d'Orschwiller, cave qui est une coopérative. Alors j'imagine que vous avez plein de choses à nous dire, mais avant ça, c'est vrai que j'ai ici à mes côtés André Maldonado. Vous êtes le directeur de cette cave. Est-ce que vous voulez vous présenter en quelques mots pour voir? Tout à fait, merci. Merci de venir nous rendre visite et de vous intéresser à notre cave. Voilà, donc je suis André Maldonado, directeur et également œnologue. Donc j'assure la vinification des vins avec mon collègue caviste Olivier. Voilà, je suis présent dans la cave depuis le 2 janvier 90, directeur depuis 94. Et voilà, nous nous attachons à produire des vins les plus réguliers possibles, les plus originaux. Voilà. D'accord, merci. Et à ma droite, j'ai Thierry Fritsch qui est conférencier et œnologue aussi au CIVA. Donc Thierry a le plaisir de nous rejoindre parce qu'il va apporter sa vision sur l'association, puisque aujourd'hui on va faire une thématique un peu spécifique sur l'association entre les vins et les fromages. Donc là, tout un programme, toute une thématique. Avant d'entamer cette dégustation, moi je me réjouis déjà. C'est vrai qu'on peut voir la gamme des vins qui est déjà présentée chez Carrefour. Donc j'imagine que vous qui êtes en Belgique, vous pouvez déjà aussi consulter un petit peu et voir ces bouteilles d'un peu plus près. Avant qu'on attaque la dégustation, moi je voudrais savoir un petit peu plus sur votre cave, sur votre coopérative, parce que c'est vrai que derrière vous, il y a un certain nombre de familles qui travaillent dur pour produire des vins de qualité. Alors racontez-nous un petit peu plus en détail, en chiffres, qui êtes-vous exactement et qui est la cave coopérative? Merci. Donc la cave d'Orschwiller Kinsheim, fondée en 1957, s'établit sur 3 villages principalement, Saint-Hippolyte, Orschwiller et Kinsheim, dans une région qu'on appelle Alsace centrale, donc en plein centre de l'Alsace, au pied du château de Königsbourg, qui est un monument très visité. Et donc nous bénéficions d'un site touristique et d'une affluence touristique très importante. Alors, 70 vignerons sont membres de la cave, donc sont membres et donc sociétaires, propriétaires de la cave. Parmi eux, 10 vignerons à temps plein et 60 vignerons qui ont comme job à temps partiel voilà, ce métier merveilleux de viticulteur et qui continuent à cultiver des vignes en général d'origine familiale, auxquelles ils tiennent beaucoup. J'imagine. Alors, en tout cas, moi, il y a un point qui m'a terriblement frappé, en tout cas, je l'ai lu quelque part, c'est que vous avez gagné 22 médailles au concours agricole de Paris cette année. Alors, quel palmarès, à quoi est dû ce succès? Alors, ce succès est dû à une exigence qualitative de tous les instants et notamment à l'adaptation au millésime parce que nous avons de très gros changements climatiques en Alsace et des millésimes très différents, je ne veux pas dire hétérogènes, mais enfin il faut s'adapter régulièrement aux caractéristiques de chaque millésime. Voilà, ce n'est pas évident, il faut être très réactif, très observateur, et donc nous sommes absolument rigoureux sur les aspects qualitatifs parce que nous cherchons à régaler avant tout les consommateurs. Évidemment, déjà ça c'est un défi de tous les instants, évidemment, effectivement. Alors il se dit aussi que vous disposez d'une des caves les plus innovantes, avec notamment un système de filtration tangentielle. Alors moi j'avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est, j'imagine qu'en Belgique il y a plein de gens qui ne savent pas non plus, alors expliquez-nous ce que c'est. Alors la filtration tangentielle est une filtration moderne de dernière génération. Nous sommes équipés du premier filtre tangentiel de marque PAL en 98, ayant fait les premiers essais en 96, et ce filtre a été mis au point durant 2 ans par des ingénieurs hollandais et français dans notre cave, et en particulier il a été automatisé chez nous. Donc ensuite nous avons donc acquis ce premier modèle. Alors le principe c'est que, disons, en gros, vous avez 2 systèmes de filtration, de grands systèmes de filtration, selon le flux du liquide à filtrer par rapport aux médias de filtration. Vous avez la filtration frontale,
Donc le média de filtration traverse le flux, pardon, donc le vin filtré traverse le média de filtration de manière perpendiculaire. Et dans le cas du filtre tangentiel, en fait, le vin circule dans un média de filtration qui est composé de millions de spaghettis en polysulfone. Et donc, le vin est mis gentiment à grande vitesse dans ces spaghettis en mouvement. Et par frottement, une partie 3 à 5% instantanément traverse la paroi du filtre, donc selon un mouvement, disons, tangentiel par rapport au flux qui, lui, est perpendiculaire au média de filtration, au spaghetti. Donc environ 3 à 5% frottent la paroi du média de filtration, donc de ces spaghettis, et sort filtré. Et donc vous avez compris, le trouble reste dans la boucle de filtration. Alors c'est un système de filtration qui a de très nombreux avantages. D'une part, en une seule filtration, on obtient un résultat très fiable avec une filtration en porosité relative, c'est vrai, non pas absolue, mais de 0,2 micron en principe. En tout cas, une filtration très fine en un passage. Une filtration qui se fait à basse pression parce que dans les filtres que nous avions auparavant, les filtres dits à Kieselguhr, qui utilisaient donc une méthode de filtration frontale, le vin était soumis à des pressions parfois assez fortes et donc à une détente à la sortie du filtre, ce qui entraînait des pertes d'arômes importantes. Donc ensuite, une autre qualité de ce filtre, c'est une qualité environnementale indéniable, puisque l'ensemble des déchets de filtration, donc des impuretés du vin, est retenu dans le filtre. Et quand nous avons filtré en fin de journée, nous vidons le filtre, nous récupérons ces impuretés, et ces impuretés sont traitées en distillerie. Absolument, c'est un sous-produit qui est absolument récupéré et qui ne pollue pas la nature par la suite. D'accord. Alors cette innovation, est-ce que pour vous c'est une préoccupation permanente ou bien comment est-ce que vous voyez, quelle est votre vision par rapport à ça? Oui, l'innovation est permanente à condition qu'elle soit raisonnable et qu'elle s'allie toutefois à une méthode de fermentation et de vinification traditionnelle. Oui, nous avons toujours été à la recherche d'innovation. Déjà en 70, la cave s'était équipée des premières pompes à vendange dites à queue de cochon, alors que la plupart des caves avaient encore récemment même des grosses pompes à piston qui écrasaient les raisins. Donc en 70, les premières pompes à raisin dites à rotor excentrique ou à queue de cochon. En 1976, nous avons eu les premiers pressoirs pneumatiques déjà, alors que c'était encore la mode des pressoirs dits mécaniques qui malmenaient un peu les raisins. Ensuite, en 1994, nous avons fait revêtir l'ensemble des cuves en béton de résine époxydique à la place des carreaux de verre. En 1996, nous avons fait équiper l'ensemble de la cave de thermorégulation, afin d'une part de pouvoir faire fermenter les vins aux alentours de 18-20 degrés, parce que la fermentation est une réaction exothermique, donc qui chauffe le vin. Et donc si le vin chauffe pendant la fermentation, nous avons un résultat qualitatif très défavorable. Voilà. Et donc également, nous utilisons la réfrigération toute l'année durant pour maintenir les vins à 13 degrés. Dans le but d'éviter le recours à des produits conservateurs. D'accord, très bien. En tout cas, on aura compris que l'innovation, effectivement, est au cœur de vos préoccupations et se reflète dans la qualité de vos... L'innovation, mais je crois que vous allez y venir, c'est la géothermie. Voilà, on y viendra, effectivement, on y viendra. J'espère qu'en Belgique, tout le monde passe un bon moment aussi, un moment de dégustation, un moment où vous profitez de déguster tous ces bons vins. Nous, on va prendre congé de vous quelques instants, je vous rassure, on reviendra d'ici peu, le temps de s'organiser et de s'organiser. On se revoit très bientôt, à tout de suite. Merci. Voilà, nous voilà de retour, toujours au cœur de la cave de dégustation d'Orschwiller. Alors, c'est vrai que moi, je suis très impressionné de voir ici derrière nous des grands foudres de chêne. Alors, est-ce qu'ils sont toujours en action, en activité? Est-ce que vous les utilisez encore? Ou bien ça, c'est le musée, c'est un petit peu l'apparat, c'est pour montrer un petit peu la façon ancienne de faire du vin?
Alors en fait les deux effectivement c'est pour montrer la façon ancienne de faire du vin. C'est pour ça également que nous avons constitué un musée également avant d'arriver à la cave à fût et que nous aimons collectionner des anciens outils. Enfin c'est un peu un hobby que j'ai quoi en fait. Depuis des années je collectionne tout ce que je trouve en matériel vinicole. Donc d'abord il faut récupérer ces matériels, les mettre à l'abri disons des intempéries et puis ensuite dans un deuxième temps les nettoyer puis ensuite les exposer si nous avons assez de place. Alors pour revenir aux foudres, il s'agit d'une collection que nous avons retrouvée entière. Il est vrai il n'y a qu'une partie de ces foudres que l'on utilise encore mais la collection entière était assez homogène au niveau des tailles et donnait donc cette vision que l'on a et donc ce sont uniquement des foudres ovaux. Donc parce que là je crois que pour avoir quelque chose d'homogène il vaut mieux choisir rond ou ovale et arriver à trouver une collection suffisante quoi. Mais nous utilisons encore certains fûts. Mais il est vrai que c'est un cadre agréable pour faire des réceptions comme nous le faisons aujourd'hui et pour accueillir des groupes. Les gens aiment bien se retrouver dans cette ambiance. D'accord. Alors, effectivement, on passe un agréable moment dans un chouette cadre. Je me posais une autre question par rapport aux consommateurs. Est-ce que les attentes des consommateurs ont évolué? Est-ce que, par exemple, l'aspect durable, la gestion plus écologique des vignes, est-ce que ça correspond à une attente des consommateurs? Ou bien est-ce que c'est une vision du viticulteur qui dit, tiens, moi j'ai quelque chose à protéger, je dois transmettre aux générations futures, une terre qui doit être gérable et qui doit produire du tout aussi bon vin qu'aujourd'hui. Quelle est votre vision par rapport à ça? La vision, je crois que les deux positions existent. Effectivement, le consommateur recherche et est sensible à ces notions de développement durable, mais n'arrive pas toujours à être suffisamment informé pour être suffisamment sensibilisé. Bon, il est vrai que la viticulture est un métier spécifique qui est difficile à expliquer et qu'il faut répéter et répéter. Mais je crois que les viticulteurs aussi ont aussi tout à fait conscience et sont fiers de transmettre un patrimoine non pollué voilà, à leurs descendants. D'accord. Bien, bah écoutez, moi je crois qu'on a assez parlé. Hein, moi j'ai bien envie de goûter vos vins. Hein, et Thierry va nous aider d'ailleurs par rapport à cette association. Ça c'est un sujet passionnant, mais ça sera pour tout de suite. Hein. Là, ne quittez pas, surtout restez bien là. Profitez encore de votre bonne dégustation en Belgique. Et on se retrouve d'ici quelques instants avec des bouteilles, des verres et du fromage. À plus tard. Nous voici toujours au cœur du caveau de dégustation hein, de la cave d'Orschwiller. Alors, on vous avait promis une thématique avec une association vin et le fromage. Alors, vous allez nous dire, en Alsace, des vins blancs avec du fromage. Eh ben oui, je pense que l'association des vins blancs avec le fromage, c'est plus que jamais une très belle association. Thierry est là pour nous en parler. Thierry, alors, est-ce que manger du fromage, est-ce qu'on le mange avec du vin rouge ou avec du vin blanc? Ou les deux? Alors, je vais te dire, Damien, les deux. Je vais te dire, il y a une règle en France, un théorème, un axiome, une loi qui dit qu'au moment du fromage, ton meilleur rouge, tu ouvriras dans ta cave. Malheureusement, dans 90% des cas des fromages, ton meilleur rouge, tu gâcheras et tu gâcheras également le fromage. L'association vin blanc et fromage est assez évidente, si tu veux. Pourquoi est-ce qu'on déguste un vin rouge avec un fromage? Tu as une gradation des plats dans un menu. Tu commences par quelque chose de léger, tu termines par un plat principal qui est puissant. Et donc, on monte aussi en puissance dans les vins. Et donc, les gens se disent, quand j'arrive au fromage après un plat principal avec avoir eu un rouge charpenté tannique, le palais ne va pas pouvoir supporter. En fait, et les fromages sont forts, il me faut aussi un vin fort. Eh bien non, l'association doit être faite différemment. C'est qu'on va utiliser la fraîcheur ou le gras des vins blancs pour trancher, en fait, le gras du fromage. Et surtout, il y a quelque chose de très important, c'est que dans la plupart des fromages, tu as beaucoup d'acidité lactique. D'accord. Et l'acidité lactique avec les tanins te fait une réaction chimique en bouche et te donne un goût de savon.
Alors, je ne sais pas si tu aimes le savon. Ah, pas du tout. Moi je l'utilise pour me laver, pas pour manger. Et donc, le vin est grand, le vin rouge est grand, le fromage est grand, mais ensemble, tu as comme un choc en fait en bouche. Et le palais humain est tout à fait possible, enfin, est capable, pardon, d'assumer une transition en passant du tanin vers la fraîcheur, grande caractéristique des vins d'Alsace, vers la fraîcheur. Et ça permet d'alléger, si tu veux aussi. Et ça permet on retrouve un peps, si tu veux, dans la bouche. Voilà. Okay. Après, il y a des associations qu'on va présenter là tout à l'heure qui sont spécifiques. Il se trouve qu'en France, on a énormément de fromages. Je ne sais plus combien d'appellations il y a en France. Énormément, plus d'une centaine, me semble-t-il. 200, 300 peut-être. Ouais. Ça tombe bien, en Alsace, on a une gamme de vins blancs extrêmement vaste. Donc, il est impossible de ne pas trouver un vin d'Alsace pour aller avec un fromage. D'accord. Donc, en plus, ça a du sens de prendre complètement, de goûter. Complètement. Oui, complètement. Voilà, très bien. Non, ça a un sens, mais la meilleure démonstration, c'est par l'exemple. C'est par l'exemple, évidemment. Alors, si on repasse aux bouteilles, à la dégustation, je vois que vous avez une bouteille déjà qui est prête ici devant nous. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez là pour commencer la dégustation? Je vous propose notre crément Münchborner, qui est un crément élaboré à base d'auxerrois et qui est élaboré également à partir de 2 millésimes en général. Donc l'association de 2 millésimes n'est peut-être pas toujours courante en Alsace, elle est courante dans d'autres régions. Elle permet de retrouver dans un crément, disons, de base, une régularité au niveau du type, de la typicité et de la qualité également. D'accord. Alors Thierry, quel fromage nous proposes-tu pour associer ce crément? Écoute, on va commencer, alors je vais remettre mes lunettes, on va commencer avec le premier fromage qui est un Bria Savarin, donc beaucoup de crème, voilà, qui est le premier devant toi, voilà. Beaucoup de gras, beaucoup de matière grasse également dedans. Et donc l'association avec le crément m'intéresse parce que dans le crément, tu vas rechercher, et c'est le cas dans celui-ci, tu auras vraiment une acidité. Je parle d'acidité à juste titre, tu veux, c'est une fraîcheur, c'est une droiture. Et en plus, tu auras une réaction assez intéressante entre l'effervescence et le gras. Tu auras une sorte d'émulsion en bouche et ce sera extrêmement intéressant. Bon, je me réjouis en tout cas d'essayer. Moi, je vous propose que on va peut-être le déguster. Déguster, voilà. Parce que c'est bien d'en parler, mais... Exactement, dégustons déjà. Alors sache que la part du crément en Alsace monte énormément. Hein, oui. Ça devient 25%. Les Belges sont fort friands des créments en Alsace. Et nous sommes en France, pour tous les créments, nous sommes leaders. Ah, voilà. Il faut le savoir en Alsace. Et c'est un vin qui marche extrêmement bien. Voilà. Alors n'oubliez pas que ces produits, ce beau crément est disponible chez Carrefour. Donc j'espère que vous, de votre côté, vous êtes aussi en train de le déguster. Malheureusement, vous n'aurez peut-être pas du fromage comme chez nous, mais en tout cas, prenez note pour le déguster de façon optimale. Alors nous attendons que... Moi, je propose que vous serviez déjà de fromage. Oui, allez-y. Alors vous avez du pain également. N'hésitez pas à en prendre. Alors moi, je suis assez... partisan des pains classiques, des pains. On aura un pain avec au raisin, mais souvent on a des pains aux noix ou pains aux figues, etc. À titre personnel, je préfère le pain blanc classique. Voilà, c'est ce qu'on aura dans un premier temps. Bien. Merci. Alors attendez, j'ai des relations, je vais essayer de vous en avoir. Tout plaisir sera pour moi. Je vais vous proposer de vous servir aussi comme ça. On peut passer le plateau de l'autre côté. C'est gentil parce que là, voilà. J'ai des personnes qui crient famine à côté de moi. Allez. Ah, pas facile. Si, on va y arriver. Voilà. Regarde. C'est bon. Super, merci. Allez-y. Merci. Alors c'est vrai que... C'est la tienne. Voilà, alors on est entre nous, on est en direct, donc les choses se passent comme à la maison. Donc, entre-temps, faites-vous peut-être resservir d'un petit verre aussi. Alors parlez-nous du crément, de cette cuvée. Oui, donc cette cuvée a tout juste 14 mois de vieillissement en bouteille.
Donc elle a bien fermenté régulièrement, lentement. Nous avons des bulles très fines et nous avons donc un nez bien présent avec un léger fumé qui est caractéristique du cépage auxerrois. Je voudrais faire un aparté sur ce cépage auxerrois. En fait, pour le pinot blanc, vous avez 2 pinots blancs en Alsace, le vrai pinot blanc et son cousin l'auxerrois, qui est un peu moins vif que le pinot blanc, qui a souvent des notes légèrement fumées. Les 2 pinots blancs sont utilisés pour le crément. En assemblage ou séparément. Nous les utilisons séparément. Pour le Münchborner, nous utilisons l'auxerrois. Et pour le crément que nous allons goûter ensuite, nous utilisons le vrai pinot blanc qui est un peu plus vif et un peu plus fruité. Voilà. Très bien, bah écoutez, moi je vous dis déjà bonne dégustation et on se retrouve d'ici quelques instants pour une autre bouteille que nous allons ouvrir. Ce sera sans doute un deuxième crément, donc ne bougez pas et surtout prenez du plaisir. À tout de suite. Voilà, nous poursuivons cette dégustation dans les caves d'Orschwiller et sur la thématique, pour ceux qui nous rejoignent, c'est la thématique association fromage avec vin blanc. Et oui, les vins blancs se marient de façon exceptionnelle avec les fromages, donc retenez-en la leçon. Ici, je vois que nous allons déguster un deuxième crément, pas du moindre, puisque c'est une médaille d'or. Alors parlez-nous de ce crément Puy du Moine. Oui, alors le crément Le Puy du Moine a obtenu donc une médaille d'or au concours de Mâcon en 2014. C'est un concours, un crément qui est régulièrement primé. Donc c'est toujours un crément brut comme le premier. Il est légèrement moins dosé, élaboré avec du pinot blanc. Donc personnellement, je préfère le pinot blanc parce qu'il a une vivacité plus importante qui sied bien au crément et qui est bien désaltérant. La bulle est assez active. Il a un beau cordon effervescent. Et une très belle robe également. D'accord, exactement. Alors Thierry, j'imagine, bon voilà, c'est un deuxième crément. J'imagine qu'on va rester dans la même gamme de fromages. Alors qu'est-ce que tu nous proposes comme fromage? Sur un tour du Mâconnais, fromage de chèvre, qui appelle forcément un vin avec de la droiture, de la vivacité, tel que André vient de nous le présenter. Donc ce sont des fromages, tous les fromages de chèvre, on les associe généralement en Alsace avec soit des Riesling, soit des créments. Parce qu'on va justement rechercher, encore une fois, cette vivacité. Vous voyez que l'on a un fromage qui est assez compact. Et je voudrais vous faire une remarque que j'aurais pu faire déjà sur le fromage précédent, sur le Brillat-Savarin. Vous avez une croûte. Alors souvent les gens se posent la question, avec la croûte ou sans la croûte. Voilà. Après, c'est une question de goût. Sachant que la croûte va de toute façon vous apporter une pointe d'amertume, une présence, une densité en bouche, il y aura plus de saveur. Mais après, c'est une question d'envie en fait, mais on peut très bien la manger. Et là, je trouve encore une fois assez intéressant parce que l'amertume se combine de manière assez intéressante avec la vivacité du crément, de pinot blanc, que j'apprécie particulièrement pour sa droiture et sa finesse. D'accord. Eh bien, écoutez, on est toujours dans le contraste, dans le contraste, exactement. Alors, écoutez, moi, en Belgique, je vous invite évidemment à rentrer dans votre magasin et d'aller acheter tout de suite une bouteille de crément et d'essayer l'association avec un bon fromage tel que nous venons de le déguster. Alors, nous, on va savourer cette association et on se revoit d'ici quelques instants. À plus tard. Eh bien voilà, nous allons attaquer notre troisième crément qui est aussi qui est référencé chez Carrefour. Donc un crément rosé. Alors ça c'est, expliquez-nous un peu les caractéristiques de ce crément rosé. Alors ce crément rosé est élaboré à partir de pinot noir, comme c'est la seule solution en Alsace. Voilà, donc nous devons récolter des raisins, certes pas trop mûrs pour le crément, mais néanmoins avec un certain potentiel de couleur, puisque nous devons obtenir la couleur par pressé direct, sans aucune macération. Voilà, alors ce rosé est élégant, un léger nez de pierre à fusil, et puis il a une belle bulle, une robe bien saumonée, et puis il est vraiment très à la mode, il plaît vraiment aux consommateurs.
Est-ce que les Belges sont friands de créments rosés ou bien est-ce qu'ils sont plus sur la tradition, le crément traditionnel blanc? Pour l'instant, les Belges sont plutôt sur les blancs, avec une tendance sur le rosé, mais la tendance sur le rosé est, à mon avis, moins forte qu'en France. D'accord. Bah, écoutez, avec les beaux jours qui s'annoncent, en tout cas, je pense que ça fera l'affaire pour nos petits apéritifs. Entre-temps, nous, on est toujours sur nos associations entre les vins et les fromages. Alors, Thierry, raconte-nous ce que tu nous conseilles. Damien, tu disais voilà un vin parfait pour l'apéritif. Moi, je dirais un vin parfait aussi pour les fromages. Ouais. Voilà l'universalité des vins d'Alsace bien représentés. Moi, je vous propose, on a 2 fromages. On part sur des croûtes fleuries. À savoir camembert et coulommiers. Alors, tout le monde connaît l'image du Français avec sa baguette, sa bouteille de rouge et son camembert. Et c'est vrai que s'il y a un vin qui colle avec un vin rouge, un fromage qui colle avec un vin rouge, pardon, c'est le camembert. Il y a d'autres associations, mais moi, on va rester en Alsace et puis on peut relever plein de défis en Alsace. Et pour vous montrer aussi la diversité de la gamme des créments, je vous propose ce crément rosé. Donc, comme l'a souligné André, on est sur un crément élaboré avec 100% de pinot noir. C'est la loi en Alsace, c'est la tradition et la loi. Et ce qui m'intéresse, moi, ce sont ces notes de petits fruits rouges que tu as. On retrouve cette note, cette finesse, cette élégance du pinot noir qui est caractéristique en Alsace. Toujours de la fraîcheur, toujours de la vivacité, toujours de l'élégance, de cette effervescence, mais avec en plus une dimension en bouche qui est un peu plus ferme, je dirais, qui est plus tannique, parce que tu as ce vin qui est légèrement coloré. Et on retrouve cette association classique de quelque part de vin rouge avec le camembert. Pour le coulommier, j'aurais quelque chose d'autre tout à l'heure. Ok, écoute, je me réjouis. Et entre-temps, écoutez, faites le test chez vous et donnez-nous un petit peu vos ressentis. Comment vous percevez cette association entre des vins d'Alsace et le fromage. Et vous pouvez laisser vos commentaires sur la page Facebook Vins d'Alsace. Et là, vous regardez le petit onglet Drink Alsace Expérience. Et là, on attend vos commentaires. D'ici là, on se retrouve d'ici quelques instants. À plus tard. Voilà, nous sommes toujours ici dans la cave de dégustation de la cave d'Orschwiller, en train de déguster d'excellents fromages et puis aussi d'excellents vins, puisque nous avons déjà dégusté pas moins de 3 créments d'Alsace. Et pour poursuivre sur notre lancée, vous nous proposez un Pinot Blanc Stéphane Berg. Alors, 2014, voilà. Alors, expliquez-nous un petit peu les caractéristiques de ce Pinot Blanc. Alors, ce Pinot Blanc 2014 est élaboré à base du Pinot Blanc auxerrois, en fait, puisque, comme je vous ai expliqué, le Pinot Blanc est composé de 2 cépages cousins, l'auxerrois et le Pinot Blanc. En surface, nous avons surtout de l'auxerrois qui est planté. Le Pinot Blanc pur, nous préférons le réserver à certaines cuvées de créments. L'auxerrois est le cépage le plus précoce d'Alsace. Donc nous le récoltons en premier. Il a donc ce nez caractéristique, légèrement fumé. Il est assez riche en sucre au niveau des raisins. Et donc il donne un vin très capiteux, bien rafraîchissant également, bien balancé. Voilà, donc le Pinot Blanc est le cépage alsacien favori en Belgique et depuis de très longues années. Et donc très apprécié. On peut le consommer en dehors des repas, bien sûr, avec certains fromages, comme nous le faisons maintenant. Très apprécié également avec certains poissons, avec des charcuteries. Très bien. Mais nous, on est effectivement occupés à déguster des bons fromages. Alors, je me tourne vers Thierry. Thierry, raconte-nous, quel fromage devons-nous manger? Quel fromage, quel vin devons-nous boire avec quel fromage et avec ce fameux... Alors, explique-nous tout ça. Alors, je vais être très honnête avec toi. Tu t'embrouilles dans les vins et les fromages et moi, je m'embrouille dans les prénoms. Tanguy. Voilà, on se comprendra. Voilà. Alors là j'ai voulu vous présenter cet auxerrois, ce Pinot Blanc,
André l'a très bien présenté. C'est vrai que lorsqu'on déguste, il y a cette opulence, il y a un gras qui reste. C'est un vin qui se déguste sec, hein, je le précise, hein, mais il y a plus de gras. Et ce que j'ai voulu autant sur les vins précédents, sur les créments, je voulais utiliser la vivacité du vin pour trancher le fromage, pour relever. Et là, je veux plutôt jouer le côté fusionnel. Voilà. Oh, fusionnel. Voilà. C'est plus le gras, la caresse, l'histoire d'amour en fait. Bah voilà, tu m'as ôté les mots de la bouche. C'est le côté enveloppant. On a du gras, on a une croûte qui est sur le coulommiers qui est toujours moins présente, je dirais, qui a moins de caractère par rapport au fromage précédent, et d'où ce côté fusionnel avec ce crément qui est ce Pinot Blanc, pardon, qui est très jeune, hein, 2014, c'est très très jeune. Il en a encore sous la pédale et dans la bouteille. Très appréciable maintenant, mais voilà, c'est plutôt ce côté matière plus matière que je recherchais, fusionnel. D'accord. Ah ben très bien, mais écoutez, voilà. dégustons. J'espère que de votre côté, vous dégustez aussi. Et si ce n'est pas le cas, si vous êtes pressé, si vous devez rentrer, eh bien ce soir, n'hésitez pas à vous ouvrir une bonne petite bouteille et de faire la même chose que nous, une bonne dégustation entre les vins blancs et les fromages. Alors on se retrouve d'ici quelques instants pour d'autres dégustations. On a encore plein de choses à vous faire découvrir. Alors soit rejoignez-nous sur la page Facebook, hein, Vins d'Alsace, et là vous pourrez toujours nous suivre nos aventures au quotidien, ou bien vous restez encore quelques instants là avec nous. Voilà, on se retrouve d'ici quelques instants. Voilà, l'association entre les fromages et le vin blanc, une évidence que nous poursuivons ici en dégustant un vin qui est représenté aussi chez Carrefour, que vous pouvez trouver, qui est un Gewürztraminer. Alors dites-nous un petit peu, un Gewürztraminer, c'est vrai que c'est tellement bon en apéritif ou en dessert, mais alors ici avec un fromage. Alors quelles sont les caractéristiques de ce Gewürztraminer 2014 ? Alors ce Gewürztraminer 2014 est d'ores et déjà très épicé. Conformément à ce que doit être un Gewürztraminer. Je vous rappelle que Gewürz veut dire épice en allemand. Donc nous ressentons bien des notes légèrement poivrées, avec également des notes ensuite, des secondes notes de rose, je trouve, balancées par un moelleux très bienvenu. D'accord, merci pour cette explication. Thierry, je me tourne vers toi. Dis-nous un petit peu le fromage qui se marierait. Est-ce qu'on a aussi une histoire d'amour ici ou bien... Tanguy, j'ai envie de t'en proposer deux des fromages. Là, on est sur... D'abord, je te propose l'accord. On était sur des accords de contraste. On était sur un accord fusionnel. On reste dans la fusion, mais là, on est vraiment encore en plus sur un accord de région. On est en Alsace, il ne faut pas l'oublier. Gewürz, qui est comme on l'appelle ici, le Gewürz, qui est notre vin, un des vins emblématiques alsaciens, avec notamment le Riesling aussi, il ne faut pas l'oublier, et le fromage Master. Alors, le Master, pourquoi est-ce qu'on est fusionnel ? Parce que d'abord, on a à la fois un vin et un fromage qui sont très puissants au nez. On arrive à des niveaux de puissance. Je les ai emmenés tout à l'heure dans ma voiture. Ma voiture sentait, avec la chaleur qui faisait dehors. J'imagine. Mais voilà, j'ai mis la clim à fond, mais c'est vrai qu'on est sur des fromages qui ont une personnalité d'un point de vue aromatique, et un vin qui a une personnalité aromatique, celui-ci. 2014, qui était un millésime difficile en Alsace, mais que André, ma foi, a très bien réussi. C'était un millésime, tu ne voudrais pas l'avoir tous les ans, j'imagine. On est ensuite sur un accord d'abord, il y a un accord au niveau du nez, mais en plus, ensuite, il y a un accord au niveau du palais, parce qu'on se dit, on va avoir quelque chose de très puissant en bouche, etc. Et puis, désolé, je parle en même temps, mais on est sur à la fois un vin et un fromage qui sont crémeux, qui sont souples, qui sont enveloppants. On continue dans la caresse. Désolé, c'est très impoli de dire, mais je vous en prie. Sinon, il faut que je déguste. Faites genre de même de votre côté, évidemment. Le Gewürztraminer. On a vraiment un côté 2014. On est sur un même niveau de puissance au niveau du nez et en bouche.
On est sur un Gewürztraminer qui est assez sec, ma foi, mais c'est toujours un vin qui aura une acidité peut-être plus discrète par rapport aux autres cépages alsaciens, avec un niveau d'alcool, un niveau de maturité un peu plus élevé. Et donc, on est sur un côté fusionnel. Après, on va traverser la Manche. Avec le fromage suivant, on est sur du Stilton, sur un bleu. Jackie Queneau de la fromagerie Saint-Nicolas, qui est basée à Colmar, nous a proposé ce Stilton pour illustrer, si tu veux, les bleus, les formes d'Ambert, etc., que l'on marie également très facilement avec des Gewürztraminer. On aurait pu aller sur un Gewürztraminer encore plus puissant. L'accord aurait été intéressant, mais c'est surtout pour illustrer ce type d'accord avec ces fromages puissants que je vous ai proposé, ce Gewürztraminer. Voilà. D'accord. Quel voyage, quel beau voyage en tout cas. Une question que je me posais, c'était de savoir à quelle température devons-nous servir le Gewürztraminer? Alors pour moi, le Gewürztraminer ne doit pas être servi trop froid, trop frappé. Je le recommande vers 12 degrés. 12 degrés, ok, c'est noté. 12 degrés, en parlant de température, j'ai cru comprendre que vous pratiquiez la géothermie ici, à la cave d'Orschwiller. Alors la géothermie, pour ceux qui ne connaissent pas le terme géothermie, ça signifie quoi pour vous? La géothermie, c'est utiliser l'énergie du sol et restituer l'énergie que l'on prend donc aux produits que l'on veut refroidir ou réchauffer. Cette énergie, on la restitue au sol, donc qui, grâce à son inertie, va la stocker d'une certaine manière pour la restituer plus tard. Donc, au niveau de la géothermie, donc nous pratiquons des puits de 100 mètres de profondeur, c'est la limite du code minier, 99,99 mètres. Ces puits sont constitués simplement d'un trou d'environ 20 cm de diamètre, dans lequel nous faisons descendre un tube, une anse. Et dans cette anse, il va y avoir un liquide caloporteur qui va circuler, donc qui va descendre, qui va se mettre à la température du sol. Alors à 100 mètres, elle est environ de 11 degrés, en tout cas chez nous. Et ensuite, ce liquide va remonter, va circuler dans une pompe à chaleur. Cette pompe à chaleur, si elle refroidit une cuve ou un local par exemple, elle va donc retirer des calories, retirer de la chaleur, et cette chaleur va être donc retransmise à ce liquide, redescendre dans le sol, et elle va être échangée avec le sol. Si au contraire on réchauffe une cuve à vin ou un local, ce que l'on fait en hiver par exemple, la pompe à chaleur va donc récupérer du froid, donc le liquide caloporteur va se refroidir, ce froid va être échangé dans le sol, et donc l'intérêt est d'autant plus grand lorsque en cours d'année nous utilisons des alternances de refroidissement et de réchauffement, puisque là nous rééquilibrons l'énergie thermique au niveau du sol. D'accord, ben voilà. Alors, bien sûr, l'avantage principal, c'est une économie substantielle d'électricité, puisque les pompes à chaleur consomment peu. Et donc, notamment si on a des alternances de réchauffement et de refroidissement du sol, nous avons une économie substantielle et donc un acte environnemental positif. Voilà, c'est tout à votre honneur, évidemment. Voilà, j'espère que vous passez un bon moment. Nous, on passe un excellent moment ici, en compagnie de nos journalistes blogueurs, de Thierry, de André et de tout le monde. Donc, continuez-vous aussi à passer ce bon petit moment, à déguster des bons vins. Et on se retrouve d'ici quelques instants pour encore des petites découvertes. À tout de suite. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas avec nous cet après-midi, eh bien, voilà, sachez que nous étions concentrés sur une association entre les vins blancs et les fromages, et j'avoue que c'est un vrai régal, du vin d'Alsace évidemment, et c'est un vrai régal, une vraie découverte en tout cas pour ma part. Je me suis posé la question si on n'avait rien oublié, et effectivement on avait oublié ici le Sylvaner qui est un petit peu le vin qu'on oublie, le cépage qu'on oublie, le petit parent pauvre là. Alors on l'a ressorti là in extremis, et pourtant c'est une médaille d'or en plus, médaille d'or 2014. Pourquoi est-ce que ce Sylvaner est un vin, un cépage qu'on oublie, ou on a tendance à oublier?
Le sylvaner est un cépage que l'on a tendance à oublier, d'une part parce que à la base c'était un cépage gros producteur et que l'on ne produisait pas toujours des grands sylvaner. Or, ensuite, comme on l'a cultivé comme les autres cépages, avec des rendements très modérés, la qualité de ce cépage s'est révélée. D'autre part, c'est un cépage qui est relativement oublié parce que les producteurs n'en plantent pratiquement plus. Donc, bon, la qualité est d'autant plus bonne, d'autant meilleure que, en fait, les vignes restantes en sylvaner sont des vieilles vignes, donc aux racines très profondes, au potentiel qualitatif très important. Mais la surface de sylvaner diminue pour différentes raisons, parce que c'est un cépage qui est moins rémunéré à rendement égal que les autres cépages, c'est vrai, parce que on pensait qu'il n'allait pas plus toujours se vendre. On a donné priorité à des cépages dits plus nobles, comme le Pinot Gris, le Gewürztraminer, le Riesling, et également aux cépages destinés au crément. Alors le sylvaner était d'ailleurs surtout planté et encore est planté pour les plus grandes surfaces dans le nord de l'Alsace. Dans le sud de l'Alsace, il se disputait un peu la part avec un ancien cépage aussi, qui est également en voie de disparition, qui est le chasselas, et qui servait souvent à faire de l'Edelzwicker. Donc dans le nord de l'Alsace, c'était plutôt le sylvaner. Donc le sylvaner est un vin, quand il est bien produit et bien vinifié, bien né, très élégant, aromatique, léger. Excellent avec les coquillages, avec les fruits de mer, avec les crudités, avec les charcuteries. Il faut prendre garde au niveau de la vinification de ne pas obtenir d'amertume. Ça, c'est un peu son talon d'Achille à ce sylvaner au niveau de la vinification. Mais lorsque l'on prend les mesures qu'il faut, et notamment par un débourbage bien soigné, c'est-à-dire une clarification du jus avant la fermentation, nous arrivons à de bons résultats, bien sûr liés à des rendements raisonnables. C'est d'autant plus dommage cette baisse de surface du sylvaner que le sylvaner était un cépage assez robuste, certes sensible à l'oïdium, mais qui demandait pas trop de travail, notamment en été, parce que c'est un cépage qui pousse droit. Donc au niveau du palissage, de la taille en verre, il n'était pas très exigeant. C'était souvent le cépage des vignerons qui étaient également agriculteurs, enfin qui cultivaient d'autres plantes. Et donc s'ils n'avaient pas trop le temps de le soigner, le sylvaner se prêtait bien à la culture. Donc ce sylvaner a une robe légère, comme il se doit, assez claire. Il est très élégant, il a un nez qu'on peut qualifier de discret, mais d'assez fruité, sur des notes de tilleul légèrement. En bouche, il est extrêmement rafraîchissant, sans acidité excessive. Et donc il laisse un très bon souvenir et il est léger pour le palais, il ne fatigue pas le palais. D'accord, merci pour ces explications. En tout cas, avec tout ça, je pense qu'il n'y a plus aucune raison de l'oublier, d'autant plus qu'il est disponible chez Carrefour. Alors, je le rappelle, c'est une médaille d'or, donc c'est quand même une belle distinction. Alors, il nous reste encore un vin à découvrir, un vin et une petite surprise. Donc, ne quittez pas, nous on se retrouve d'ici quelques instants et je vous promets encore quelque chose de fabuleux. Donc, rendez-vous dans quelques instants. À plus tard. Alors, je vous l'avais promis, nous allons terminer sur une petite note surprenante, puisque moi je pensais qu'en Alsace, on ne faisait que des vins monocépages, et en fait non, vous nous proposez ici un vin d'assemblage. Alors racontez-nous un petit peu l'histoire de ce vin d'assemblage. Voilà, alors ce vin d'assemblage est élaboré principalement pour Carrefour, mais également pour d'autres clients. Voilà, c'est un cépage, c'est un vin que l'on élabore à partir de sylvaner, de pinot blanc, de riesling, que l'on ajuste selon le cépage pour avoir un produit assez régulier.
Voilà, c'est une ancienne tradition en Alsace. C'est vrai que nous avons surtout la tradition de vendre sous le nom du cépage, mais nous avons également une tradition de vente de l'Edelsviker. Mais là, la volonté, c'était de servir un vin simple que l'on peut consommer pour différentes occasions, pas forcément très précises. Que l'on peut proposer aux consommateurs sans qu'ils aient de desiderata précis au niveau du cépage. C'est donc nous recherchons d'abord à élaborer un vin assez rafraîchissant, donc d'une certaine acidité, d'un fruité discret. Et qui soit donc accessible à tout point de vue, également pécuniaire. Voilà. Voilà encore une petite note donc pour terminer. Ce vin, effectivement, comme vous l'aviez dit, il est disponible chez Carrefour. Thierry, dis-nous un petit peu. Ici, on a deux belles choses sur la table. Alors nous, en tant que Belges, on ne connaît pas. Donc, enfin, pas bien en tout cas. Je te crois pas. Bon, moi, je les connais. Moi, franchement, je les connais bien. Mais peut-être que les gens qui nous regardent ne connaissent pas bien. Bon, alors, vous avez le brioche, parce que c'est une brioche traditionnelle alsacienne qui s'appelle le Kuhglopf, qui est normalement sucré. On en fait des salés également, mais là, celui-ci est sucré. Et pour moi, l'idée était de terminer un peu sur une note humoristique. Et puis, c'est un mariage Alsace avec le vin, qui est estampillé Alsace. Et puis, une brioche qui représente complètement la tradition alsacienne, tradition qui s'exprime également par ce vin d'assemblage. André l'a bien souligné, c'est pas forcément un vin que tu vas associer avec un repas, c'est plutôt un moment. Je dirais la question n'est pas de savoir avec quel type de plat tu vas le déguster, la question est de savoir avec qui tu vas le déguster. Voilà, c'est pas la même chose. Voilà, bah, et donc avec un Kuhglopf qui est une brioche simple, voilà, c'est un vin que tu as envie d'ouvrir à l'après-midi avec des amis, tu sors le Kuhglopf à 4 heures, voilà, c'est après les fromages, on a bien mangé, on a bien dégusté, voilà, c'est une manière de terminer en beauté cette superbe dégustation. Voilà, une manière effectivement de terminer en beauté. En tout cas, je tenais à vous remercier de nous avoir accueillis ici dans la cave d'Orschwiller. On a passé un moment très sympa et puis c'était un moment multisensoriel. Hein. On a pu goûter à la fois ces bons fromages, goûter un certain nombre de vos bons vins. Merci à toi Thierry pour l'éclairage et pour cet apport par rapport à l'association fromage et vin. Voilà, je ne peux que vous inviter à en faire de même et puis aussi n'hésitez pas à venir en Alsace. Hein, les Alsaciens sont terriblement sympas. Ils vous accueillent avec grand plaisir, notamment pour des dégustations, pour goûter du fromage, pour goûter le Kuhglopf. Bref, certainement autant de motivation pour venir. Et si vous ne pouvez pas venir, suivez-nous sur la page Facebook des vins d'Alsace. Et là, cliquez sur l'onglet Drink Alsace Experience. Mettez-nous vos commentaires et nous, on y répondra avec grand plaisir. On se retrouve demain. Demain, on continue notre aventure. Nous sommes ailleurs dans l'Alsace. Et puis, voilà, on se dit rendez-vous demain. Salut! À bientôt.